nous avons deux témoins exceptionnels. L'amour de la France se partage. Chez Sens Commun, on parle beaucoup de la réconciliation avec le réel. Et le réel, c'est des témoignages non seulement de résilience, mais c'est des actions d'espérance. Ce soir, je suis très heureux d'accueillir Malik Bezour. Malik, nous sommes tous les deux du 17e arrondissement. Nous aurions pu nous croiser dans la rue pendant le printemps 2013, mais je crois qu'il y avait pas mal de monde, donc on s'est croisés après ce printemps 2013. Et je peux dire que Malik, par son témoignage, expliqué dans ce livre, France Islam, le choc des préjugés, eh bien Malik m'a fait aimer la France. Et j'espère que ce soir, il vous permettra vous aussi d'aimer un peu plus notre merveilleux pays. On est très honoré également de recevoir le représentant d'Éric Mestralet, le président de la Fondation Espérance Banlieue. Éric n'a pas pu être là avec nous ce soir, mais il m'a dit « Tu verras, je t'envoie une pépite, il est bien meilleur que moi. » La pression. C'est Pierre-François Chanu, qui est professeur d'histoire dans ce formidable établissement qui est le cours Alexandre Dumas à Montfermeil. Là encore, c'est une merveilleuse histoire de France que nous allons partager. Alors, je vais essayer de m'installer. Bravo. Pierre-François, je vais commencer avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler très rapidement, dans un premier temps, en 2 minutes, du projet Espérance Banlieue? Alors le projet la Fondation Espérance Banlieue est une fondation qui chapeaute quelques écoles hors contrat, qui s'occupe donc, comme son nom l'indique, des enfants de banlieue. C'est une fondation qui regroupe 4 écoles aujourd'hui, mais 3 à 6 écoles risquent d'ouvrir pour la rentrée 2016, et une trentaine d'autres écoles sont en projet. Et donc on a aujourd'hui, je crois, c'est 230 demandes de postes d'enseignants pour la fondation, et on chapeaute à peu près pour l'instant un peu plus de 200 élèves. Voilà. Merci Pierre-François. Alors concrètement, dans votre boulot de professeur d'histoire, comment est-ce que vous apprenez à faire aimer la France? On parle toujours de la doctrine et de l'apostolat. Nous sommes dans une dimension d'apostolat. Aimer, c'est la doctrine. L'apostolat, c'est faire aimer. Concrètement, qu'est-ce que vous faites? Dans la question, vous répondez quasiment, puisque nous insistons beaucoup sur justement l'apprentissage de l'histoire. Comme M. Sylvia l'a dit tout à l'heure, la France est un pays qui a la chance d'avoir une des histoires les plus longues et les plus riches du monde. Et donc nous insistons beaucoup sur cet aspect-là de la culture française, c'est l'histoire. Ces enfants des banlieues sont d'origines diverses et variées, mais veulent assumer un héritage, c'est l'héritage de la France, l'héritage de l'histoire française. Et nous insistons aussi beaucoup sur les lettres, l'apprentissage de la langue française et de l'étude des lettres de notre histoire, donc les grands auteurs, etc. Et alors hors cours, on a le lever des couleurs tous les lundis matins en rassemblement et le baisser des couleurs tous les vendredis soirs en rassemblement. Nous avons aussi chopé une idée à un certain monsieur qui s'appelle Baden-Powell, c'est l'éducation du jeune par les jeunes. Et donc toute notre école fonctionne par des équipes de jeunes dirigées et guidées par des troisièmes, des élèves de troisième, voilà, qui guident des équipes qui vont jusqu'au CP de 6-7 ans. Près de 80% des élèves accueillis à Alexandre Dumas sont de confession musulmane. Comment est-ce que vous traitez la question de la laïcité, la question de l'identité confessionnelle et question bonus, est-ce que vous avez installé une crèche? Alors je vais commencer par la question bonus. Oui, il y a une crèche dans la salle des profs, dans l'entrée de la salle des profs, parce que ça fait partie de cet apprentissage de l'histoire de France. Qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, c'est pas une question d'idée. La France est un pays de culture judéo-chrétienne. La France trouve l'origine de son histoire dans l'histoire chrétienne et l'histoire de l'Église d'Occident. Et la crèche est en France depuis 800 ans. Et nous ne pouvons pas ne pas montrer ça à ces jeunes enfants qui se disent français et qui veulent être français. Et le début de la question, excusez-moi. Les enfants de culture musulmane et de confession musulmane. Laïcité. Donc nous ne sommes pas une école, enfin je parle pour le coup Alexandre Dumas, donc les écoles de la Fondation. Nous ne sommes pas des écoles laïques, nous sommes des écoles aconfessionnelles, c'est-à-dire que nous ne sommes pas des écoles catholiques. En revanche, nous ne sommes pas des écoles qui laissons la religion au portail, c'est-à-dire que
moi, qui suis catholique personnellement en tout cas, je peux parler de ma foi aux élèves. Et inversement, ils peuvent me parler de leur foi. On les prend pas, on peut pas leur dire venez comme vous êtes, sauf ça. Vous voyez. En revanche, le voile évidemment, bon, on a de la chance parce que nous, ça s'est jamais présenté, mais car nos élèves filles sont en dessous de 14 ans, donc c'est encore assez rare, mais le voile n'est pas pris dans l'école. Voilà. Il y a un uniforme. Tout à fait, justement. Racontez-nous 3 anecdotes très fortes dans lesquelles, au cours desquelles vous avez pu sentir que vos élèves vraiment vibraient à l'histoire de France ou vivaient de leur francité. Alors c'est un peu décevant pour moi parce que c'est pas quand je leur parlais moi, mais nous organisons tous les ans un voyage en Normandie avec les 3e sur les plages du débarquement, et nous permettons aussi de voir donc la campagne, parce que c'est elles qui ignorent la campagne, donc la géographie, l'élevage laitier, etc. Et nous étions donc, deux anecdotes pour ce voyage-là, nous étions à la pointe du Hoc, donc on regardait au lieu de la bataille de Normandie avec les rangers qui escaladaient, etc. Et nous avons eu la chance de tomber sur une brigade de sapeurs-pompiers qui faisait une cérémonie. Donc on s'est un peu incrusté sur le côté, on a écouté le capitaine qui parlait à ces hommes du devoir de mémoire, du devoir des vivants par rapport aux morts, etc. Il lisait aussi une lettre d'un petit garçon résistant de 16 ans, qui n'est pas Guy Moquet, j'ai oublié son nom, qui écrivait à son papa qu'il allait être fusillé, mais qu'il donnait sa vie pour son pays, etc., etc. Et je vois derrière moi mon grand 3e, qui est un de mes élèves de 3e l'année dernière, qui écoute avec intérêt. C'est pas vraiment son habitude, donc je me dis, bah, tiens, c'est étonnant. Il écoute le capitaine des pompiers bien mieux que moi, je suis presque un peu vexé, mais bon, il m'intéresse. À la fin du discours des pompiers, les pompiers lancent une Marseillaise. Et là, j'entends derrière moi qui hurle la Marseillaise, très faux mais très fort. Et là, je me suis dit, qu'est-ce qui lui arrive, touché par la grâce? Et en rentrant, mais il a été vraiment retourné comme une crêpe. Alors je ne sais pas si c'est les pompiers, si c'est un long travail dans sa tête, mais alors il a appris les chants de l'armée française, qu'il voulait à tout prix connaître, il a été fier d'être français, il m'a dit, monsieur, c'est la première fois que j'entends un discours. Je dis, ben non, vous m'entendez en cours, vous avez une télé, vous entendez monsieur le directeur tous les soirs. Il dit, oui, pardon, c'est la première fois que j'écoute un discours. N'oubliez pas qu'à la fin de la réunion, on chantera tous la Marseillaise. On a distribué volontairement une feuille pour 2 sièges pour qu'on puisse partager notre amour de la France. Chantez à côté de votre voisin. Fort et faux. Et la deuxième, donc c'est encore en Normandie, c'est un autre qui était vraiment un casse-cou très agité, très dissipé, vraiment difficile. On avait même hésité à l'emmener. Et donc on arrive au cimetière américain. Et là je me dis, je le vois gros comme une maison, il va me faire remarquer, il va faire remarquer l'école par tout le monde. Donc je fais bien le présent, j'ai demandé dans un cimetière, on respecte, on se tient bien, etc. On rentre dans le cimetière, et qui je vois faire des galipettes entre les tombes, je le prends, je lui dis, vous êtes un enfant, je vous tiens par la main. Vous savez pas vous tenir, je vous tiens par la main. Donc là, vexé comme un pou, tenez par la main pendant toute la visite. Juste après, on arrive à Romange, et là, je le vois, tout calme, sur un banc qui fait la tête. Je me dis, bon, ben, écoute, je vais le voir. Je dis, qu'est-ce qui vous arrive, ben, en fait, David, un autre élève, m'a parlé, et ça m'a choqué. Je me dis, mince, il lui a dit un truc sur l'islam, ça l'a choqué. Pas du tout. Il m'a dit, il parlait des attentats de Charlie Hebdo. Tu vois 3 morts à la télé, t'es choqué. Là, il y en a 9000 qui sont morts pour toi, tu t'en fous. Pardon. Il avait les larmes aux yeux. Ça m'a fait vraiment drôle. Il y a beaucoup d'historiens qui reparlent de ces lieux de mort et le deuil comme ensemencement de vie et d'unité nationale. Donc je pense que c'est très important d'amener nos enfants sur ces lieux de 14-18 pour comprendre cette signification, cette fécondité transversée qui est vraiment un sens d'unité. Les adolescents sont vraiment très demandeurs. Hein. Vraiment très demandeurs. Ils ont 14 ans, ils ont besoin d'images, besoin de toucher l'histoire, et même besoin de rêves, ils ont besoin d'exemples. Et c'est pas parce qu'ils sont musulmans qu'il faut leur parler uniquement de l'islam ou de l'histoire de leur pays. Ils ont besoin de toucher la beauté de notre histoire. Et c'est concret. Concret, on le voit tous les jours à l'école. Pierre-François, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider Espérance banlieue? Vous avez des politiques parmi vous. Qu'est-ce que vous allez leur demander? Alors à mon niveau, hein, je suis que professeur d'histoire du cours Alexandre Dumas, mais je me dis faire confiance aux initiatives civiles. Le cours Alexandre Dumas, c'est une initiative de la société civile, de gens très bien, évidemment très bien.
enfin, M. Mestralet, il y en a d'autres, évidemment. Et ce que je voudrais dire aux politiciens et surtout aux autres, à tout le monde, en fait, c'est n'ayez pas peur. C'est pas n'ayez pas peur des autres, comme on dit souvent, ou les Français ont peur des étrangers. Non, je dis pas n'ayez pas peur des étrangers, je dis n'ayez pas peur d'être ce que vous êtes. Parce que la vraie peur des petits Français, c'est j'ose pas trop dire que je suis, parce que j'ai pas envie de vexer, mais non, vous êtes héritier d'une culture et d'une histoire qui est formidable, et justement, ces personnes-là, ces enfants-là, ils attendent qu'une chose, c'est qu'on leur montre qui on est, leur montre la richesse de notre héritage, et l'héritage qui est qui est le leur aussi. Et j'ai fait rire toute ma classe quand je leur ai dit que c'était les descendants de Clovis et des Gaulois. Ils m'ont dit, monsieur, pas le grand Eliezer qui est d'origine du Congo, qui me dit, monsieur, je suis pas descendant des Gaulois. Je lui dis, bah si, mon petit Eliezer, vous êtes héritier de Clovis, comme moi, car vous partagez son héritage aujourd'hui. Ok, vous n'êtes pas l'héritier sanguin, moi non plus peut-être, mais aujourd'hui on partage son héritage, l'héritage de Clovis, bref, de tous les rois, de la Révolution, etc. Merci. Vraiment autour de vous, Fondation Espérance Banlieue, il y a une attente énorme et voilà, il y a énormément de projets sur piste. Les politiques sont preneurs aussi, donc soyons les apôtres de ce projet. Malik, oui. Malik, comment avez-vous découvert votre francité? Il y a une histoire assez incroyable que vous avez décrite dans votre livre. Je pense au premier chapitre, frères musulmans, troubles identitaires. Jusqu'où, voilà, quel est votre cheminement qui vous a conduit à cet amour de la France? Oui, effectivement, donc, comme vous venez de le dire, moi je suis un ancien islamiste, effectivement, issu de la confrérie des frères musulmans, dans les années 90. Cette entrée dans la confrérie, moi j'appelle ça le frérisme, est le fruit d'un trouble identitaire profond. Adolescent, j'ai toujours eu énormément de mal à me situer. Je ne savais pas qui j'étais, est-ce que j'étais français, est-ce que j'étais arabe. Et ça m'a beaucoup perturbé. Je n'ai jamais trouvé de réponse. Une fois que je rentre à l'université, je tombe sur un texte d'un des théoriciens de la confrérie des frères musulmans, qui est Saïd Qutb, qui explique que le musulman n'a pas de nationalité. Il n'est ni arabe, ni français, ni turc. Sa nationalité, c'est sa foi. Et là, c'est une révolution pour moi, parce que ça règle tous mes problèmes, et c'est ma porte d'entrée dans l'islamisme, dans la confrérie. J'y reste quelques années, mais c'est un échec total, parce qu'en réalité, l'islamisme, et vous l'aurez compris, est plus un pansement qu'une conviction profonde. C'est un pansement que j'ai mis sur mon trouble identitaire, et ce pansement ne va pas tenir. Je vais m'effondrer moralement, parce que je n'arrive pas à tenir mes engagements islamistes, donc je démissionne, j'arrête tout ça, et je me retrouve complètement nu, c'est-à-dire que je n'ai plus ce pansement qui devait soigner mon trouble identitaire. L'islamisme, et ici, vous l'aurez compris, a été en tout cas une façon de m'aider à traiter ce trouble profond, ce trouble identitaire. Donc je me retrouve sans aucune identité, complètement perdu. Ma foi en Dieu commence clairement à vaciller. Je n'ai plus aucun repère, je ne sais plus du tout qui je suis. Et en plus, ce qui est grave, c'est que je me pose même des questions quant à ma relation par rapport à la transcendance, c'est-à-dire Dieu. Et là, rebelote, je tombe sur un texte incroyable, Bossuet. D'abord, je suis très surpris par la beauté du texte. C'est de la littérature dont je ne soupçonnais absolument pas l'existence. J'avais une vision de la France extrêmement caricaturale, simpliste. Pour moi, la France, pour faire simple, c'était un pays raciste, homophobe, colonialiste, etc. Donc c'est sûr qu'en termes d'amour de la France, il y a mieux. Bon. Mais comme je l'ai dit, j'étais dans cette dérive islamiste. J'en suis guéri, bien évidemment. Mais ce qui m'a guéri, c'est effectivement la découverte des textes de Bossuet. Donc ça me travaille énormément. Ça met en... ça m'interroge. Et donc, je plonge dans l'histoire de l'Ancien Régime, puisqu'on pense en Bossuet, on pense à l'Ancien Régime. Et là, je découvre des choses tout à fait incroyables. Mais lorsqu'on parle de l'Ancien Régime, il y a un après, il y a un avant. Et donc, je n'ai pas le choix. Étant très curieux de nature, je plonge corps et âme dans l'histoire de France. Et comme je suis quelqu'un de très curieux, je n'arrête pas, je dévore des dizaines de livres pendant des années, ça va durer très longtemps.
Et là, c'est un vrai choc. Je découvre une France dont jadis je percevais uniquement un spectre hideux, parce que j'avais une vision totalement remplie de préjugés vis-à-vis de la France, et je me rends compte que c'est un pays rempli de nuances, extrêmement complexe, et donc je prends des gifles, hein, c'est vraiment des électrochocs successifs, et mais derrière ces électrochocs, c'est la découverte, effectivement, de quelque chose d'extraordinaire. Je pointe le doigt, enfin, je découvre un trésor culturel, un patrimoine, une grandeur qui détruit tous les préjugés. Et je découvre des personnages inouïs. Je pense à Élie Fréran, je pense à l'abbé Antoine Grenier, bon, j'ai cité bien sûr Bossuet, je pense à Pierre Bell, qui est l'initiateur des Lumières. Et je vais comme ça de découverte en découverte, ça dure plus d'une dizaine d'années, et donc je fais ce livre où j'explique effectivement qu'il y a des préjugés, effectivement, parce qu'il y a aussi un regard français porté sur l'altérité arabe qui est empreinte de préjugés, c'est une réalité, mais je parle aussi effectivement de mon propre regard sur la France qui était rempli de préjugés, et donc ça a donné ce livre, et là c'est la naissance de ma francité, c'est une vraie renaissance. Je deviens français charnellement, c'est-à-dire que je me fabrique des frères. Je pense à Élie Fréran, qui est un concurrent, un ennemi de Voltaire, qui va tout faire pour limiter le torrent philosophiste, c'est le courant de Voltaire, hein, et qui est un courant matérialiste, anticlérical, etc. Et donc Élie Fréran et ses amis vont tout faire pour stopper, pour essayer de faire barrage à ce courant qui entend tout détruire, en tout cas en finir avec l'Église. Hein. Et Élie Fréran, j'ai une véritable tendresse pour ce personnage, parce qu'au fond, je m'identifie à lui. Et c'est des personnages comme Élie Fréran, je pense aussi à Bossuet et beaucoup d'autres, qui me remettent d'aplomb avec l'idée de la transcendance. Et puis avec la culture française, avec la langue française. Donc voilà, c'est une découverte, j'en prends dans le cœur, j'en suis pas remis, parce qu'aujourd'hui, j'ai vraiment l'identité heureuse. On parle beaucoup de l'identité malheureuse, je pense à un auteur pour lequel je respecte d'ailleurs, mais moi je suis dans cette identité heureuse, et j'ai envie de faire partager cette identité heureuse-là. Et je donne donc des conférences, je vais à la rencontre des Français de confession de culture musulmane, je vais dans les quartiers, je parle à des jeunes, et je parle de mon parcours, qui, pour faire simple, m'a fait passer de l'islamisme à Bossuet. Voilà. Amoureux de la France, il est ardent, mais est-ce qu'il n'est pas finalement un peu élitiste par rapport à des personnes qui ne sont pas d'abord physiciens de formation comme vous, qui ne lisent pas autant que vous? Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour être apôtre de la francité auprès des jeunes musulmans qui peut-être n'ont pas fait d'études, qui peut-être ont besoin de choses moins érudites? Malik, qu'est-ce que vous allez faire dans les jours à venir? Alors, effectivement, je rencontre beaucoup de gens, de jeunes, pour lesquels, effectivement, j'adapte mon discours. Mais, un exemple concret. Depuis plusieurs décennies, il y a une pensée tiers-mondiste, anti-impérialiste, etc., qui assène un discours dans lequel la France est pointée du doigt comme étant un pays qui a eu un passé colonial extrêmement dur. Ce n'est pas faux, mais moi je place les choses dans une certaine perspective, je prends un peu de recul et j'explique à mes amis, aux gens que je rencontre, que les Arabes aussi ont été des colonisateurs. Les Ottomans, s'ils avaient pu pousser leur avantage au-delà de Constantinople, ils l'auraient fait. C'est dans la nature humaine, malheureusement, les conquêtes, et le colonialisme n'est qu'une facette, au fond, des conquêtes, et le propre de tous les peuples, et je pense que c'est une grave erreur d'essentialiser l'Europe, la France, en la taxant de colonialistes. Les arabo-musulmans, s'ils avaient pu, auraient été bien plus loin. Bon. Donc, ça permet aux gens de prendre un peu de recul, de voir l'histoire de France dans une certaine perspective et de plus essentialiser cette histoire-là.
Voilà, ça c'est un élément de réponse. Mais j'en ai un deuxième qui est très important, c'est par rapport justement à la colonisation et les massacres qui ont été commis en Algérie suite à cette colonisation. Moi j'ai grandi avec cette histoire-là. C'est sûr que c'est pas très facile d'aimer la France en ayant ce type de discours qui est asséné sans arrêt. Et en découvrant l'histoire de France, je découvre l'histoire de la Vendée, où là ça a été un véritable électrochoc parce que je découvre que les républicains exaltés, les montagnards, etc., emmenés par Robespierre et ses amis, vont commettre en Vendée des pires massacres. Mais c'est des choses dont je ne me souvenais même pas l'existence. Pour moi, les gens qui ont massacré, à l'époque, hein, c'est les Français en Algérie, c'est les Européens qui ont colonisé, mais je ne savais pas qu'il y avait cette réalité franco-française. Et au fond, moi je dis que l'Algérien est un Vendéen comme les autres, parce que la Vendée c'est 1994, et l'Algérie c'est 30 ans après. Et donc les techniques qui ont été utilisées en Vendée pour massacrer les populations, des massacres terribles, ont été beaucoup reprises par l'armée d'Afrique. Donc il n'y a rien de nouveau au fond, mais ça permet de mettre la perspective, de prendre du recul finalement, et donc toujours de ne pas essentialiser l'histoire de France, qui est plus complexe et plus nuancée. Ça envoie sec. On dit souvent avec Sens commun, et puis suite à ce mouvement social, un des grands fruits, c'était ce pont qui s'est créé avec des frères musulmans. On connaît, il y a Ayet qui est avec vous, Ayet Hamidi, qui a monté France Fière. On connaît bien Fils de France. On vous reproche souvent d'avoir un discours cathophile. Qu'est-ce que vous avez à dire à ça? Oui, c'est vrai, parce que... Alors, c'est vrai, mais pour mon cas, c'est peut-être un peu plus nuancé. Oui, j'ai découvert la France par Bossuet, et je le considère, et j'en parle à mes amis musulmans, et je suis de son des musulmans, je leur dis que Bossuet est mon père spirituel, parce qu'il m'a vraiment permis il m'a sauvé au fond. Hein. C'est lui qui m'a permis de renouer un lien avec la transcendance, et pour moi, ça c'est quelque chose d'énorme, parce que, comme je l'ai dit, l'islamisme a été pour moi un fiasco total, un échec, je me suis totalement effondré, donc bon, c'était une véritable déconvenue, et vraiment ma foi a vacillé, et là, donc, je tombe sur Bossuet, et c'est une renaissance. Donc j'ai effectivement un lien tout à fait particulier avec avec le catholicisme, c'est vrai, parce que j'ai découvert des choses extrêmement grandes, un universalisme, une beauté, bon, mais j'aime aussi Condorcet, j'aime aussi Volney, qui sont, par exemple, plutôt des anticléricaux, mais j'ai aussi beaucoup aimé leurs écrits savants, leur grandeur. Volney et Condorcet ont pris leur distance avec le phénomène de la terreur révolutionnaire, et Condorcet a pris de sa vie. Bon, donc, certes, j'ai un lien avec cette dimension catholique, cette histoire catholique de la France, mais j'ai aussi énormément d'amour et d'admiration pour beaucoup de personnages. Je pense à Pierre Bell, qui est un protestant précurseur des Lumières, et qui était beaucoup assez hostile à l'Église. Bon. Donc, tous ces personnages dont je traite dans le livre, ils ne sont pas catholiques, ils sont la France. Malik, qu'est-ce que vous avez à demander aujourd'hui aux politiques et à ceux qui s'engagent en politique? Quelles sont vos attentes? Écoutez, moi je pense que la France est un pays extrêmement complexe. Cette complexité, c'est aussi de la fragilité. Il appartient aux hommes politiques de s'étoffer, d'avoir de la densité, de sortir de l'immédiateté, d'avoir une vision. Moi je propose par exemple la création d'une journée dédiée à l'unité nationale, par exemple. Bon, c'est une piste, mais c'est vrai qu'aujourd'hui les enjeux sont forts, et pour moi la plus grande inquiétude c'est l'unité nationale. Et un tel enjeu mérite que l'on ait des hommes politiques à la hauteur. Et puis, il appartient aussi peut-être aux médias de mettre en avant des gens qui ont ce type de discours. Je ne parle pas de moi en particulier, je pense que ce n'est pas ma personne qui est le problème, mais en France, il y a beaucoup de belles choses qui se passent, je pense donc à votre association, mais il y a aussi beaucoup d'espérance, beaucoup de lumière, et il faut aussi le mettre en avant pour, comment dirais-je, créer cette espérance, donner envie. Merci Malik. Merci. Merci, François.
On dit qu'il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Merci pour votre témoignage et pour vos preuves incarnées d'amoureux de la France. Je vais faire une petite pub pour une magnifique revue qui s'appelle la revue Boussole, qui titre, je crois que c'est un semestriel, Esprit France, es-tu là? C'est une revue d'idées, très richement illustrée, c'est très agréable à lire, ça se pose sur la table de la salle à manger, achetez-la, vous la trouvez dans les meilleures librairies, n'allez pas sur internet, revue-boussole.fr. Merci à vous, vive la France.